Bonjour à tous, chers amis. Merci au conseil d'administration du club de m'avoir proposé de faire cette première partie sur le traitement de l'Avenport avec le point de vue médical. Mon propos se divisera en 4 parties avec le traitement de l'Avenport chez les malades qui ont une cirrhose, puis les malades qui n'ont pas de cirrhose, enfin 2 aspects un peu spécifiques que sont les anticoagulants oraux directs et l'ischémie intestinale puisqu'il y a quelques nouvelles données. Alors commençons par la thrombosport sur cirrhose. Je vais vous présenter cette méta-analyse publiée cette année dans un bon journal de notre spécialité qui a regroupé 8 études et plus de 350 malades. 8 études qui étaient sur 12 ans. Peu étaient prospectives, je les ai mises en gras ici. C'était donc tous des malades qui avaient une cirrhose et une thrombosport, certains dans la colonne de gauche étant traités par anticoagulants, sans faire la différence entre les héparines de bas poids moléculaire et les antivitamines K, et dans la colonne de droite, pas d'anticoagulants. Les auteurs ont analysé les différents paramètres qui nous intéressent en cas de thrombosport, en cas de cirrhose et chez les malades qui prennent ou pas des anticoagulants. Alors la première chose, c'est la thrombosport. Est-ce qu'elle va s'étendre ou pas? Et est-ce que les anticoagulants ont un effet? Réponse très claire. Vous voyez que ici, les anticoagulants diminuent x3 le risque d'avoir une extension de la thrombosport. Ensuite, concernant la recanalisation partielle ou complète, vous voyez que les anticoagulants doublent quasiment les taux de recanalisation. Je voudrais cependant attirer votre attention, malgré ces résultats très intéressants et francs des anticoagulants dans ces études, sur les groupes non traités. Vous voyez que finalement, un malade qui a une cirrhose et une thrombosport ne va avoir une extension de cette thrombosport que dans un cas sur 3. Donc c'est quand même à garder en tête, puisque les anticoagulants ont potentiellement des effets secondaires, comme on le sait. Deuxièmement, la recanalisation spontanée est présente chez quasiment la moitié des malades dans cette méta-analyse. Et ça nous rappelle l'étude de Philippe Néry et de Mick Valla il y a 2 ans dans les pathologies. Vous vous souvenez, c'était cette étude qui était une étude ancillaire de CHC 2000. CHC 2000 étant l'étude qui comparait l'échographie tous les 3 mois versus tous les 6 mois dans le dépistage du carcinome hépatocellulaire. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé à chaque point, à chaque échographie, est-ce qu'il y avait ou pas une thrombosport qui s'étendait ou bien qui régressait. Quand il y avait une thrombosport, c'était en rouge. Quand il n'y avait rien, c'était en gris, quand ça ne changeait pas. Et quand c'était en bleu, eh bien, il y avait une recanalisation. Et vous voyez que certains malades, comme celui-ci en haut, eh bien, avaient une thrombose qui recanalisait. D'autres, à l'inverse, à la deuxième écho, ne recanalisaient pas, puis recanalisaient, puis à nouveau thrombosé. Donc, on retrouve c'est le fait qu'une thrombose partielle de l'Avenport peut spontanément recanaliser. C'est quand même à garder en tête quand on prend des décisions d'anticoagulation chez nos malades atteints de cirrhose. Alors on parle donc de l'effet sur la régression. Qu'en est-il des hémorragies? Hémorragies mineures, hémorragies majeures. Elles sont non discriminées dans ces études. Je vous rappelle que c'est des études essentiellement rétrospectives, donc il faut quand même être prudent avec ces résultats. Mais ici, sur les hémorragies non liées à l'hypertension portale, il n'y avait pas de différence entre les malades avec cirrhose et thrombosport ne recevant pas ou recevant des anticoagulants. Est-ce qu'il y a des facteurs qui nous permettent de mieux identifier les malades à risque parmi ceux qui ont une cirrhose, une thrombosport et des anticoagulants? Eh bien, certainement, c'est une étude du groupe de Barcelone qui a repris 55 malades qui avaient une thrombosport et des anticoagulants. Et parmi ces 55, il y en a 10 qui ont fait une hémorragie non liée à l'hypertension portale. Et il s'agissait d'hémorragie vaginale, incisionnelle, extraction dentaire ou bien une hémorragie digestive basse. Et le seul facteur qui était indépendamment associé à la survenue d'une hémorragie était un taux de plaquettes inférieur à 50 000. Donc certainement faire attention quand on a un malade qui a une cirrhose, une thrombosport, qu'on a envie de mettre les anticoagulants. S'il y a moins de 50 000 plaquettes, c'est certainement un état qui augmente le risque d'hémorragie. Qu'en est-il des hémorragies, cette fois liées à l'hypertension portale? Est-ce qu'elles augmentent chez les malades traités par anticoagulants? La réponse est non. Il y avait 4 des 8 études qui mentionnaient cette information. Vous voyez que dans 12% des cas des malades qui avaient une thrombosport et pas d'anticoagulants, il y avait une hémorragie liée à l'hypertension portale et seulement 2% de ceux qui étaient traités par anticoagulants. Bien sûr, ça nous rappelle les résultats de l'étude de Eric Avila.
de 2012 qui avait fait le rationnel pour le pour le PHRC Child-Benox, qui était que les héparines de bas poids moléculaire diminuaient le risque de décompensation de la cirrhose. Alors maintenant, on a un malade qui a des anticoagulants, qui a une thrombose porte, il va faire une hémorragie digestive. Est-ce que ça va être plus grave ou pas, cette hémorragie digestive, à cause des anticoagulants? Cette question a été évaluée dans un travail nouveau de l'équipe de Barcelone, où dans leur réseau espagnol des hémorragies, ils ont identifié 52 malades qui avaient donc une cirrhose et des anticoagulants. Anticoagulants qui avaient deux indications, soit une thrombose porte, soit des raisons cardiologiques. Et puis ils les ont pairés à 2 fois plus de témoins qui étaient des malades qui avaient une cirrhose et qui, eux, ne recevaient pas d'anticoagulants, pairés de manière logique sur la sévérité de la cirrhose, l'âge, le sexe, la source du saignement et puis le score de gravité d'entrée en réanimation. Ils ont comme critère de jugement, ce qui est classique, évalué la mortalité à 6 semaines. Et vous voyez que le fait de recevoir des anticoagulants n'était pas associé à la mortalité. Après, ils ont regardé la raison des anticoagulants. Thrombose porte, alors c'était vraiment pas associé à la mortalité. Et en revanche, avoir des anticoagulants pour une maladie cardiovasculaire, là oui, c'était associé à une surmortalité. Autrement dit, quand on a le cœur malade et qu'on fait une hémorragie digestive, ça se passe moins bien que quand on n'a pas le cœur malade. Les autres scores de gravité en réanimation et des comorbidités étaient également associés à la mortalité. Donc, les anticoagulants, lorsque le malade fait une rupture de varice œsophagienne, ne semblent pas impacter la mortalité à 6 semaines. On a donc notre malade qui est traité par anticoagulant. On arrive à recanaliser la veine porte et là, du coup, on se pose légitimement la question de l'arrêt. Qu'est-ce qui va se passer quand on va arrêter les anticoagulants? Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Elles sont tirées à nouveau du papier de l'équipe des Barcelonais. 13 malades ont eu un arrêt des anticoagulants parce que la veine porte était recanalisée. Dans 7 cas, la veine porte est restée perméable, avec dans cette étude un suivi de 7 mois. Et dans 5 cas, il y a eu une récidive de thrombose. Mais j'attire votre attention sur le délai. Vous voyez, le délai médian, c'est 1,3 mois. Donc c'est généralement autour de 1 à 2 mois que les malades vont récidiver leur thrombose porte. Donc il me semble que légitime, quand on a un malade à qui on a jugé utile de mettre des anticoagulants, on les arrête parce qu'on a recanalisé. Il me semble utile dans ces conditions-là de surveiller la veine porte, peut-être par échographie. Je vous proposerai 1 mois, 3 mois et à 6 mois. Passons maintenant à la thrombose porte chez les malades qui n'ont pas de cirrhose. Une image pour resituer, la thrombose porte récente. Vous reconnaissez ici un thrombus qui est hyper dense, au temps sans injection. Et puis ici, au temps portal, un défaut de rehaussement dans la veine porte. Et puis il n'y a pas de collatéral, c'est vraiment une thrombose porte récente. Et si on se fonde sur le travail européen qui date de 2009, qui avait rassemblé une centaine de malades atteints de thrombose porte aiguë, eh bien, on sait qu'il faut les mettre sous anticoagulants et que le fait de les mettre sous anticoagulants rapidement permet d'avoir un espoir de recanaliser la veine porte dans 40 à 50% des cas. Les facteurs de mauvais pronostic pour la recanalisation, c'est le fait d'avoir au diagnostic de l'acide ou une thrombose de la veine splénique. Le but principal, c'est de recanaliser, certes, 40%, mais c'est surtout d'éviter l'extension de cette thrombose et les complications. Dans cette étude, cette stratégie de mettre des anticoagulants chez tout le monde avait permis d'avoir seulement 2 ischémies intestinales sur 100 malades. Clairement, il faut mettre des anticoagulants, mais il faut aussi chercher la cause de cette thrombose porte primitive. On sait qu'il y a un lien très particulier entre les malades entre la thrombose de la veine porte et le syndrome Budd-Chiari et les syndromes myéloprolifératifs. En gros, 30% des malades ont cette association. Et cette étude qui a été menée par Karine Chagnot avait rassemblé des malades qui avaient une thrombose porte ou un Budd-Chiari. Et elle avait choisi comme événement majeur un événement mixte qui était soit des événements vasculaires, une nouvelle thrombose ou une hémorragie, soit des événements liés au foie, des événements cliniques comme une ascite ou bien le besoin de faire une transplantation du foie. Et dans cette étude, donc un peu plus d'une centaine de malades, un facteur pronostic indépendant était le fait de ne pas mettre rapidement un traitement cytoréducteur. Donc la conséquence pratique, quand vous recevez un malade qui a
une thrombose porte sans cirrhose, rapidement chercher le syndrome myeloprolifératif. Je vous rappelle qu'il faut faire la recherche de mutation de JAK2 tout de suite. Et soyez attentifs si vous voyez que le malade a une très grosse rate, plus de 16 cm, un taux de plaquettes qu'on va dire anormalement normal, c'est-à-dire qu'il a plus de 200 000 plaquettes, ce qui dans ce contexte-là n'est pas attendu. Là aussi, traquer le syndrome myeloprolifératif, envoyez-le rapidement à un hématologue, certainement qu'il y a un impact pour la suite. Parlons maintenant de la thrombose porte chronique, avec ici un exemple de cavernum porte. Alors la prise en charge, maintenant en France, est assez facile, puisque on a une dichotomie. Soit le malade il a un syndrome myeloprolifératif, un SAPL, ou un antécédent personnel ou familial au premier degré de thrombose, ce qui est considéré comme un facteur de risque de thrombose fort. Et là, on met une anticoagulation curative. Si ce n'est pas le cas, on l'inclut dans report. Donc je vous invite vivement, comme vous avez compris, à inclure dans report. Aurélie vous en parlera tout à l'heure. C'est une étude excessivement importante. Donc voilà, je vous ai mis les coordonnées d'Aurélie, je vous donnerai son portable, son mail, etc. Les anticoagulants oraux directs. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? On a une pression qui monte de ce côté-là. Alors je vous rappelle ce qu'ils sont les anticoagulants oraux directs. Ici, vous avez la cascade de la coagulation simplifiée. Le facteur tissulaire va générer du 10 activé, qui lui-même va générer de la thrombine, qui va permettre de transformer le fibrinogène en fibrine. Il y a deux générations d'anticoagulants directs. D'abord le dabigatran, Pradaxa, qui agit sur la thrombine, et puis après la famille des anti-10A, le rivaroxaban, l'apixaban, l'édoxaban. Alors le Pradaxa a l'avantage d'avoir un antidote déjà disponible que les fabricants ont judicieusement nommé Praxbind, qui est assez facile à retenir. Pour les anti-10A, il y en a un antidote qui est commun à tous, qui s'appelle l'Andexanet, qui est déjà publié, mais qui n'est pas encore disponible en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information sur ces anticoagulants directs dans les hépatopathies? Donc, cirrhose en haut, maladie vasculaire en bas. Vous voyez qu'il y a pour l'instant peu de malades qui ont été décrits dans les 2 dernières années. Dans ces études-là, il y avait une comparaison entre des malades avec cirrhose sous anticoagulants directs versus des malades qui étaient traités par HBPM ou antivitamine K. Et le message, dans ces petites séries, vous voyez moins de 100 malades au total, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait des différences dans la survenue d'événements indésirables, en particulier d'hémorragie. Pour les maladies vasculaires, 58 malades dans le réseau européen, là aussi un taux assez attendu d'événements indésirables, et puis l'expérience en cours de report qui semble également favorable, mais qui nécessitera d'inclure des malades. Enfin, la dernière étape, c'est des nouveautés sur l'ischémie intestinale. Bien sûr, c'est la grosse complication des thromboses portes, et elle est due au fait que la thrombose va s'étendre à la veine mésentérique supérieure typiquement et entraîner une nécrose intestinale. Comment on va décider finalement d'appeler le chirurgien, décider une intervention chirurgicale? Il y a une belle étude qui a été faite par les gastro-entérologues à Beaujon avec leur équipe survie d'un stroke center intestinal, où ils ont inclus 67 malades qui avaient une ischémie intestinale dans 2 tiers des cas artériels, dans 1 tiers des cas veineux, mais je pense que les résultats peuvent probablement s'appliquer pas mal aussi aux veineux. La force de cette étude, c'est qu'ils ont pris un critère de jugement fort, c'est une nécrose transmurale prouvée histologiquement ici. Donc il n'y a pas de discussion, ce malade-là, il fallait l'opérer. Et puis ici, 44 malades qui soit ne nécessitaient pas d'intervention, ont été opérés à tort, soit n'ont pas été opérés, et ça s'est bien passé. Et ils ont comparé les caractéristiques de ces 2 groupes, et les facteurs qui étaient indépendamment associés à la nécrose intestinale étaient au nombre de 3. Une anse intestinale dilatée, j'ai mis un exemple ici, des lactates supérieurs à 2 mmol par litre, et une défaillance d'organes. Alors, ici, vous avez représenté la survie sans nécrose intestinale. On est en jour, donc vous voyez que les choses se jouent très rapidement. À 1 mois déjà, il y a beaucoup de malades chez lesquels on a diagnostiqué ou on a dû diagnostiquer la nécrose. Et vous voyez que déjà, s'il y a un seul de ces facteurs présents, déjà, il y a 10% de risque de nécrose intestinale, ce qui est quand même significatif. Dès qu'il y en a 2, on passe à plus de 50% de risque de nécrose intestinale. Et quand il y en a 3, on est à 100%. Mais bien sûr, n'attendez pas d'avoir les 3 pour intervenir. Alors, un petit moyen mnémotechnique, si vous voulez bien.
pour vous en souvenir au lit du malade, je vous propose Aldo pour anse, lactate et défaillance d'organes. En conclusion, pour la thrombose porte sur cirrhose, je pense qu'on peut dire que l'anticoagulation est clairement efficace et qu'on peut la décider, on en discutera certainement après, lorsque j'aurais tendance à dire, lorsqu'il y a un impact pour le malade de cette thrombose porte si elle s'étend. Pas seulement la transplantation, certainement. Deuxième message, c'est qu'il y a une bonne tolérance et une bonne efficacité de ces anticoagulants, mais qu'il faut être prudent, surtout chez les malades qui ont moins de 50 000 plaquettes. Pour la thrombose porte primitive, la clé, c'est le traitement anticoagulant rapide si la thrombose porte est récente et traquer le syndrome myélopériphératif et les autres causes également. Et l'ischémie intestinale, je vous rappelle, le moyen mémotechnique Aldo, anse intestinale dilatée, augmentation des lactates ou défaillance d'organes, ça doit attirer votre attention. Je vous tiens à remercier le réseau des maladies vasculaires du foie qui est représenté ici, qui est coordonné par Aurélie, et je vous remercie de votre attention.